La légitimité des réclamations. Oui, je crois que c'est un débat technique, non pas que vous ne puissiez pas comprendre la technique, qui prendrait beaucoup de temps à expliquer ici. Me poser la question de cette manière demanderait que j'aille aux origines. Non pas jusqu'en 1884, on peut simplement prendre le fait très rapidement qu'en 1884, il y a un État qui est né qui s'appelle le Cameroun avec K. Et qui est à presque 800 000 km². Nous n'en avons plus que 475 000 km. Ça me prendrait beaucoup de temps d'expliquer pourquoi nous n'avons que 475 000. Et c'était de 1884 jusqu'en 1916, sous le protectorat allemand. Et lorsque l'Allemagne perd la guerre en Europe, c'est pour cela que j'ai toujours dit, le Cameroun a perdu la guerre avec l'Allemagne. Parce que lorsque l'Allemagne perd la guerre en Europe, il y a un condominium franco-britannique qui s'installe sur le Cameroun. De 1916 jusqu'en 1922, c'est un condominium qui n'est pas encore régi par des textes internationaux. C'est les deux puissances victorieuses de la guerre qui se mettent ensemble pour dire, bon, toi tu prends les 2 tiers, moi je prends les 1 tiers. C'est comme ça. Seulement nous commençons à partir de ce moment-là à perdre notre territoire. C'est là que le Cameroun va voir sa superficie se rétrécir. Parce que le premier réflexe des puissances coloniales, en particulier de la France, c'est d'enlever du Cameroun, d'amputer le Cameroun de toutes les concessions territoriales faites en Allemagne en 1911, lors du coup d'Agadir en Afrique du Nord. C'est pour cela que vous voyez que le Cameroun était vraiment comme une femme bien enceinte. Hein, voilà. Mais on a diminué la longueur. Donc c'était des jumeaux. Maintenant c'est resté un seul enfant. Dans le bec du canard allait jusqu'au Logone, jusqu'au Chari, pardon, jusqu'au Chari. On l'a ramené au Logone. Le nord du Gabon était au Cameroun. Et une partie du Congo-Brazzaville, était au Cameroun. Donc tout le ventre de la Centrafrique était au Cameroun. Donc voilà comment nous perdons donc ces concessions territoriales. Et à partir de là, les deux parties du territoire évoluent séparément, mais sous le même régime international. Le mandat de 1922 à 1945, puis la tutelle de 1945 à 1960. Et en 1960, le Cameroun francophone, comme on dit le Cameroun oriental, accède à l'indépendance le 1er janvier, mais sans la partie anglophone. Parce que dès lors qu'il y avait deux puissances administrantes, chacune de ces puissances avait l'obligation internationale, parce que nous n'avons jamais été une colonie, je tiens à le souligner de 1000 traits, avait l'obligation devant les Nations Unies de conduire le territoire sous tutelle à l'émancipation totale, c'est-à-dire à la souveraineté internationale. Les Français le font sous la pression des nationalistes. Créé en 1948, l'UPC va être contraint à la clandestinité à partir de 1955 et de là lance la guerre de libération. Le combat va être féroce et inégal parce que les troupes françaises rentrant d'Indochine ont perdu la guerre là-bas et n'ont qu'un seul désir en tête, prendre leur revanche sur les révoltés coloniaux des nations nègres. Donc, à partir de là, ça va accélérer l'indépendance. Parce qu'il faut comprendre pourquoi nous sommes les 1er janvier 1960. Le Cameroun. C'est le premier pays à accéder à l'indépendance, en dehors donc de la Guinée et du Ghana, quelque chose comme ça. Donc, République du Cameroun, Constitution du 4 mars. Et puis, la partie anglophone va faire, il va y avoir 2 référendums, ou 2 référendums comme vous voulez. On fait en quelque sorte un premier test. On voit que, en réalité, la partie septentrionale, comme la partie, ce qu'on appelait le Northern Cameroon, le Southern Cameroon, sont prêts à rejoindre le Cameroun. On refait le référendum. Et la partie septentrionale va voter pour le rattachement au Nigeria, et la partie sud va voter pour le rattachement au Cameroun. Je rappelle la question qui est posée en 1961. C'est: voulez-vous accéder à l'indépendance en vous rattachant au Nigeria ou en vous rattachant au Cameroun? Parce que si nous voulons faire un débat authentique,
il faut dire des choses, les faits historiques tels qu'elles sont posées. C'est dans les documents des Nations Unies. Voulez-vous accéder à l'indépendance en vous rattachant? C'est-à-dire que l'indépendance, ce n'est pas je suis indépendant, après je décide. L'indépendance s'acquiert à travers le choix du rattachement. Oui. Et donc, le Southern Cameroun, sous d'ailleurs la conduite du KNDP, du KNDP, du docteur Djongou Foncha et Augustin Ngomjua, par opposition, n'est-ce pas, au docteur Ndele, qui votait pour le rattachement au Nigeria, vote pour le rattachement au Cameroun. Et donc, le 1er octobre 1961, on fera le rattachement, mais après la conférence de Fumban. Pourquoi je dis que ce serait long? Parce qu'il faut maintenant aller dans la conférence de Fumban, voir ce qui s'est décidé. Et là, les discussions, parce que très souvent, nos frères disent, oui, mais la conférence de Fumban, on nous a trompés. Bon, si on vous a trompé, bon, c'est la faute du trompeur, mais c'est votre faute aussi d'avoir été trompé. Ah oui. Donc, à la conférence de Fumban, en fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y avait eu plusieurs conférences avant. Bouéa, Bamenda, je crois même Yaoundé, si je me trompe. Et donc, la conférence de Fumban, contrairement à ce que les gens pensent, n'était pas l'unique conférence. Et là où nos frères anglophones ont raison sur un point, c'était qu'il fallait leur donner le projet de constitution avant, pour qu'ils travaillent dessus avant de se rendre à la conférence de Fumban. Mais à Fumban, c'est quand la délégation de nos frères anglophones du Southern Cameroun sont arrivés qu'on leur a remis le projet de constitution. Ils devaient donc l'examiner séance tenante. L'histoire veut d'ailleurs, et c'est pour cela que j'ai toujours considéré, à mes yeux c'est un grand homme, aux yeux de nos frères qui veulent, surtout ceux qui veulent la sécession, c'est pratiquement un traître, Djongou Foncha. La réunification a eu lieu grâce à Foncha. Parce que Foncha a dit, la délégation anglophone a dit, non, de toute façon, on suspend la conférence, nous allons rentrer pour étudier le projet de constitution. Il a dit, non, 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 mes frères, on était des frères avant que les Anglais, les autres viennent nous séparer. On est venus ici nous retrouver entre frères les affaires de contenu de la constitution, là, on va voir après. Voilà comment c'est arrivé. Et c'est pour cela que c'est une loi, ce qu'on appelle la constitution de 1961, la constitution fédérale, et là aussi les anglophones ont raison, est simplement une modification de la constitution de 1960 de la République du Cameroun, qui devient la constitution fédérale 1961. Et donc on instaure de cette façon-là le fédéralisme au Cameroun, avec un premier ministre du Cameroun occidental, un premier ministre du Cameroun oriental et un gouvernement fédéral. Je vais sauter parce que après, en 72, qu'est-ce qui se passe? On dit c'est trop lourd. Mais en réalité, la suppression du fédéralisme était déjà à l'œuvre lorsque, dès 1966, Amadou Ahidjo décide de faire un parti unique. Parce que le système fédéral s'accommode quand même un peu difficilement du parti unique. Et donc, les différents partis qui existaient dans le pays vont fusionner pour ne faire qu'un parti, l'UNC, l'Union nationale camerounaise. Donc on était déjà en réalité en train de sortir, sans le dire très clairement, politiquement du système fédéral. Mais je dois dire, et c'est là que je vais dire à mes frères anglophones, parlons avec sincérité, parce que tout cela s'est fait aussi avec votre participation. Les leaders politiques de la région aussi se sont confrontés et il y a eu des choix. Lorsque il y a eu certains qui avaient des réserves, d'autres étaient favorables, même à la création du parti unique. Et ont eu effectivement des promotions politiques grâce à cette prise de position-là. Et en 1972, quand on dit on va faire l'État unitaire, Ahidjo était très malin, très intelligent, ou ses conseillers, j'en sais strictement rien. Mais toujours, est-il qu'il a compris une chose? L'article 47 de la Constitution disait qu'on ne peut pas modifier la forme fédérale de l'État. Donc là aussi, les anglophones ont raison. C'est exact. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas passé par l'Assemblée. Il a fait le référendum. Or, le référendum veut dire que tu retournes devant le souverain. Le souverain peut changer son avis.
Il avait dit qu'on ne touchera jamais à la forme de l'État. Maintenant, il dit qu'on peut toucher. C'est ça. Voilà tout. Tout le problème vient de là. Parce qu'il y a une interprétation différente entre nos frères et sœurs anglophones et les juristes, enfin un certain nombre de juristes, y compris moi-même sur ce point. Vous dites que le peuple est souverain, c'est pas ça? Donc le peuple est souverain et il utilise sa souveraineté quand il veut, comme il veut. C'est pour cela que sinon il n'y aurait pas de différence entre la procédure législative et la procédure référendaire. Vous allez au référendum parce que vous retournez devant le souverain. Lui qui peut annuler ce qu'il a décidé hier. Donc, tout est parti de là, puisque vous avez voulu que je parle de cela. Et je crois que nous devons un jour nous asseoir, avoir même ce débat sur le plan de la technique juridique. Là, je n'ai donné que quelques arguments essentiels. On pourra. J'ai eu, lorsque, dans les années 90, des collègues à l'université, de la partie anglophone, remarquables juristes avec qui on a eu ce débat, on peut le poursuivre. Et je voudrais que, si la théorie de la souveraineté populaire a un sens, cela veut dire que, c'est-à-dire qui peut le plus, peut le moins. J'ai dit en tant que souverain, je défais, j'ai fait en tant que souverain, je défais en tant que souverain. Si on était passé par l'Assemblée, effectivement, ce serait contestable. Parce que l'Assemblée n'est que, voilà, représentant du souverain. Mais quand le souverain agit lui-même, tu ne peux plus dire qu'il n'aurait pas dû agir dans tel sens ou tel autre. Voilà la différence, toute la différence. Donc, je voudrais que le moment venu qu'on s'assoie, on parle de ces choses-là. Et ça ne devrait pas être quelque chose d'insurmontable. Ne faisons pas des constructions. Je lis beaucoup, hein, y compris ce qu'on dit sur moi, de moi, enfin, contre moi. Les gens ont dit, oui, mais il faudra qu'on aille enseigner à Kamto que l'Ambazonie existe avant même 1884. C'est pas ça le sujet. Ça peut exister, ça peut avoir existé depuis le Moyen-Âge, ça ne change rien à l'affaire. C'est simplement qu'à partir d'un moment de l'histoire, il s'est constitué un État que l'on a appelé le Cameroun, qui englobait donc tout cela. Ce n'est pas moi qui ai décidé cela. Donc nous ne pouvons pas mettre quelque chose entre parenthèses et retourner à ce qui s'est fait, ce qui existait 2 ou 5 siècles avant. Nous devons partir des réalités historiques telles qu'elles se sont construites, parfois, et je dirais même souvent, avec notre propre participation. Moi, personne n'est parfait, mais dans toute ma vie, j'essaye de me laisser guider par la justice et l'équité. Par la justice.